ce projet des secrets de Modigliani qui nous réunit aujourd'hui, il dure depuis un certain temps. Il a commencé d'une certaine manière avec cette exposition que Sophie Lévy, Jeanne-Baptiste Lacour et moi-même avions organisée au LAM, Amedeo Modigliani, l'œil intérieur, et notamment parce que le LAM a la chance dans ses collections d'avoir 6 peintures, une sculpture et de nombreux dessins. Et j'avais demandé à Michel Menu du C2RMF, voilà, est-ce que nous pourrions analyser nos œuvres? Et il m'avait répondu, j'en avais été un peu déçue sur le moment, oui, Marie-Amélie, ce serait une très bonne idée, mais voyons plus grand. Nous pourrions analyser peut-être plus d'œuvres de Modigliani. Et je le remercie grandement d'avoir lancé ce défi, parce que effectivement, nous avons pu analyser 25 peintures, 3 sculptures au cours de cette recherche, et ça nous donne une vision beaucoup plus large du travail exceptionnel de cet artiste. Alors les objectifs de cette recherche, ils sont multiples, ils étaient multiples. D'abord, comme on avait essayé de le faire dans l'exposition en 2016 au LAM, c'est l'idée de déconstruire le mythe Modigliani, de pallier le manque d'archives qui parfois nous bloque, nous historiens de l'art, puisqu'on ne peut pas se raccrocher à des écrits de Modigliani. On est un petit peu frustré parfois de cette absence d'archives, bien qu'il y ait des témoignages de Paul Alexandre, de Paul Guillaume, mais on a aussi beaucoup de témoignages, disons, tardifs de personnes comme Cocteau, par exemple, qui ont bien sûr rencontré Modigliani, mais qui ont déjà créé la légende. Donc c'est vraiment l'idée de cette recherche, c'est de s'appuyer sur des faits, une science dure d'une certaine façon. Mieux comprendre sa technique, bien sûr, et sa pratique, comment il travaillait, quels matériaux il choisissait, les supports, les préparations, les pigments, les liants, effectuer des datations plus précises sur certaines œuvres, des rapprochements plus précis peut-être grâce aux matériaux. C'était aussi parce que ces œuvres, elles ont pour la plupart plus de 100 ans, et donc il est intéressant de mieux connaître les matériaux pour pouvoir bien les conserver et éventuellement avoir des stratégies de restauration précises. Et puis, cette étude, c'était l'idée aussi de multiplier les regards, parce que parfois les choses sont devant vos yeux, vous regardez l'œuvre, vous la voyez, mais la science va vous montrer une image un peu décalée. C'est là que des éléments vont vous apparaître. Donc ça, c'est vraiment cette multiplication des regards, et c'est aussi ce qu'on a voulu pour ces journées d'études, que des regards fort différents d'un réalisateur, de restaurateurs, de scientifiques, d'historiens d'art, vous montrent leur façon de voir Modigliani. Alors, le corpus d'études des œuvres de Modigliani, le voici. Ce sont donc des œuvres qui sont dans les collections publiques françaises. 25 peintures, 3 sculptures. C'est un nombre assez important. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, hein, puisque dans le catalogue raisonné de Zeroni, il y a plus de 300 peintures. Donc, 25 peintures, ça peut vous paraître une goutte d'eau. Néanmoins, on a des œuvres vraiment de toutes les périodes, et c'est ça qui a été passionnant à analyser, c'est que vous avez des œuvres du début, donc lorsqu'il arrive à Paris en 1906, et nous avons ce beau buste de jeune femme qui regarde encore vers Toulouse-Lautrec, en fait, de 1908, et puis 2 œuvres majeures du Musée des Beaux-Arts de Rouen, donc, qui rappellent ce lien si étroit que Modigliani a pu avoir avec Paul Alexandre, avec la famille de Paul Alexandre. Ah, Les ça y est, c'est bon, sculptures que c'est bon, nous c'est bon. avons inclus, Ok. parce que les sculptures sont vraiment une partie fondamentale de son travail. Il y a un moment donné où il se dit sculpteur, et où donc il est vraiment dans ce travail, et on ne voulait pas exclure les sculptures de ce travail, parce que justement, quand il retourne à la peinture, eh bien, il y a une infusion des techniques qu'il a pu manier dans la sculpture au sein des peintures. Vous avez ensuite ce retour à la peinture, ce fameux retour à la peinture, donc avec des œuvres qui sont principalement conservées au musée de l'Orangerie, avec cette figure essentielle de Paul Guillaume qui devient son marchand à la fin de 1914.
Et puis ensuite, ce sont un nu qui fait partie de ce moment où il rencontre Léopold Zborowski, qui sera son dernier marchand et qui va l'encourager à peindre des nus. Et puis toute la période où il sera dans le sud de la France, entre avril 18 et mai 19, où on a donc beaucoup de portraits de cette période-là. Et enfin, son retour à Paris avec probablement une des dernières peintures qui serait Maternité. On a également étudié 2 œuvres qui sont dites d'après Modigliani, parce que finalement, le regard de quelqu'un qui a voulu imiter Modigliani peut aussi nous apprendre des choses sur l'art de Modigliani. Alors, je tiens vraiment à remercier beaucoup tous les musées français qui ont bien voulu participer à cette étude, parce que voilà, on le sait, ces œuvres de Modigliani sont très aimées par le public. Donc les décrochés des Simèze, c'est un défi. C'est très important parce que donc, toutes ces œuvres ont passé à peu près un peu plus de 2 mois au Centre de recherche et de restauration des musées de France pour être analysées. Alors évidemment, cette étude, elle ne peut pas se faire sans de nombreux partenaires scientifiques. D'abord, donc une convention que nous avons passée avec le CNRS et 2 laboratoires principaux donc nous avons accompagnés sur ce travail, le Centre de recherche et de restauration des musées de France et le laboratoire de miniaturisation pour la synthèse, l'analyse et la protéomique qui se situe à Lille. Alors d'abord, le C2RMF, c'est un endroit absolument magique pour un conservateur ou un historien d'art. Il renferme des moyens techniques incroyables. Et donc, toute l'équipe s'est mobilisée autour de ce projet, mais ça ne suffisait pas, bien sûr, parce que 25 peintures, 3 sculptures, c'est un énorme travail. Et donc, Anaïs Gentil-Vincent, docteur en chimie des matériaux, a été recrutée pour faire ce travail, un travail de longue haleine qu'elle a mené avec un sérieux exemplaire et je l'en remercie. Bien sûr, Michel Menu, mais vous l'avez cité au début de cette présentation, sans qui on ne se serait pas lancé dans cette recherche. Le laboratoire, donc le Centre de recherche et de restauration des musées de France a mené les recherches par rapport à l'analyse inorganique. Par contre, le laboratoire de Lille, de miniaturisation pour la synthèse, l'analyse et la protéomique, lui, a réalisé les analyses organiques, notamment avec le concours de Dominique Sennelier. Je voudrais aussi citer d'autres partenaires scientifiques, le Centre de recherche sur la conservation des collections, la Rice University de Houston, la Fondation des sciences et du patrimoine par rapport à l'imageur hyperspectral et l'Institut de recherche de chimie ParisTech. Évidemment, un projet comme celui-ci ne se fait pas sans financement et sans accompagnement. Et là, je dois remercier vraiment très profondément la métropole européenne de Lille qui s'est engagée dans un projet de recherche. C'est facile de s'engager sur une exposition, c'est beaucoup plus complexe de s'engager sur un projet de recherche tel qu'on l'avait pensé au départ. Et donc, voilà, on a eu un soutien exceptionnel de leur part. Évidemment, l'État, au travers du service des musées de France, du ministère de la Culture et de la DRAC Hauts-de-France, nous accompagne puisque les œuvres appartiennent toutes aux collections publiques françaises. Et effectivement, je tiens aussi à souligner le concours, la bonne fée qu'a pu être Dominique Dupuy-Labbé dans ce travail. Également, le CIC Nord-Ouest qui participe au financement des journées d'études et de l'exposition qui est au LAM, et Arte, notre partenaire média, parce que cette recherche, elle est fondamentale pour obtenir des choses très précises, très pointues. Mais ce qu'il était fondamental aussi de faire, c'était de donner accès à ces recherches de manière plus large. Et c'est ce qu'a magistralement fait Jacques L'Oeil au travers du documentaire Les secrets de Modigliani. Donc, grâce à la production des Docs du Nord. Et je remercie beaucoup Marie Dumoulin de son travail auprès de nous et auprès de Jacques, bien sûr. Et c'était important de déconstruire à travers ce documentaire eh bien, les présupposés et l'image romantique parfois que le cinéma américain notamment a pu donner de Modigliani.
Ce documentaire, c'est vraiment ouvrir sur le public le plus large. Et puis, au cours de cette recherche, 3 classes des Hauts-de-France ont pu aller ouvrir la porte des laboratoires. Et c'était également intéressant de voir leur regard. Et Pablo Fontoura, justement, leur a fait travailler en chaussant ces fameuses lunettes pour voir ce que eux-mêmes voyaient dans la peinture de Modigliani. Je voudrais juste terminer sur le fait que ces journées d'études ont été travaillées avec Nancy Ireson et Simonetta Fratelli. Effectivement, elles ont mené un travail très intéressant lorsqu'elles ont fait l'exposition à la Tate en 2017. Elles ont proposé à leurs partenaires américains, également américains et anglais, de faire des analyses sur les œuvres de Modigliani qu'ils possédaient. Donc chacun a fait des recherches dans ses laboratoires à disposition et ça a apporté énormément de choses. Le Burlington Magazine a publié un certain nombre d'éléments et donc c'était très intéressant de pouvoir dialoguer avec elles. Elles nous ont inclus aussi dans leur travail auprès des Tate Papers et je les remercie d'être aujourd'hui là et spécialement Nancy qui a dû se lever extrêmement tôt ce matin. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Michel Menu. Donc, pour les sculptures, donc le protocole analytique, c'est photographie, numérisation 3D et puis analyse physico-chimique par fluorescence X et diffraction X. Donc les photographies, c'est Anne Maigret qui a opéré ça au C2RMF et elle a fait donc une couverture globale. Donc en fait, ça donne un constat d'état de l'apparence visuelle à l'échelle macroscopique et on peut, en faisant des macro-photographies, regarder des traces d'outils. Mais c'est surtout cette technique-là qui a été opérée par Charlotte Auchard, qui va le présenter plus tard dans ce colloque, où en faisant une numérisation 3D, vous voyez, et en plus avec l'abstraction de tout l'aspect de surface, de la couleur, éventuellement des aspérités, eh bien, on peut complètement regarder d'un œil neuf toute la surface de l'œuvre et c'est quelque chose qui est intéressant. On retrouve les traces d'outils, on peut retrouver les outils qui ont été utilisés par Modigliani pour faire cette œuvre qui est magnifique. Et donc pour la caractérisation de la pierre, donc il y a des loupes binoculaires, voir les cristaux constituants de la pierre et l'analyse en fluorescence X avec ce petit appareil-là. Et donc, et en bénéficiant, comme je l'ai dit ce matin, de l'expertise d'Ivan Coquino, notre géologue. Pour les peintures, donc on a un large panel de techniques que j'ai appelées imagerie scientifique, qui sont des techniques issues de la photographie en lumière visible et en lumière invisible des rayons X jusqu'à l'infrarouge. Hein, et donc, pour les analyses, on a un certain nombre de techniques non invasives, c'est-à-dire sans prélèvement, sans dommage quelconque sur l'œuvre, sans échange réel avec la matérialité de l'œuvre. Et donc, je vais les montrer. Et puis, des analyses invasives, là où on va prendre un micro-prélèvement, où on va pouvoir étudier la stratigraphie et l'étude des liants. Donc, voici pour l'imagerie. Hein, donc, pour l'imagerie, donc on a pour ce portrait de Moïse Kissling, donc on a le visible qui est une photographie de référence avec le rasant qui permet de voir les rugosités de l'œuvre, l'UV, les restaurations, l'infrarouge, ce qui se trouve sous les couches, certaines couches picturales, retrouver le dessin sous-jacent. L'infrarouge fausse couleur, qui est une image en couleur, mais où on a l'infrarouge qui prend la place du rouge, le rouge à la place du vert et le vert à la place du bleu, et on oublie le signal apporté par le bleu, et donc on a une image qui permet
qui permet de caractériser ou de donner des pistes sur l'emploi de certains liants ou de colorants. La réflectographie infrarouge, c'est une image numérique qui va un peu plus loin que l'infrarouge. C'est-à-dire l'infrarouge s'arrête, la sensibilité des détecteurs en infrarouge, c'est de l'ordre du micron. En réflecto-infrarouge, c'est 2 microns. Donc on pénètre un peu plus, on va mettre en évidence un peu plus donc de dessins sous-jacents s'il y en a. On va avoir des possibilités comme ça de révéler des choses qui sont sous l'image laissée par le peintre. Et les rayons X qui donc la radiographie par transmission de l'œuvre. Donc ensuite des macrophotographies. Donc ça c'est oui, je voulais montrer ici donc c'est et citer leurs noms, les photographes qui ont participé à l'opération. Donc Gérald Paris qui a fait une grande partie du travail, mais Jean-Louis Bellec a fait des radios et de l'infraréflecto infrarouge comme Laurence Clivet, et Aleski Komenda et Philippe Salinson ont été eux aussi très précieux dans ce projet. Donc là, c'est tout un travail qu'a fait Anaïs, hein, donc à partir de macro-photographies des œuvres. Vous voyez donc une toise sur chacune des petites vignettes qui font 2000 microns, hein, dont 2 millimètres. Donc c'est des, la plus grande longueur, la longueur de ces petites vignettes font 1,5 cm, quoi. Donc, et ça, moi, j'y reviendrai dans la présentation demain. Et par ailleurs, donc une reconnaissance du tissage des toiles, hein, par microphotographie. Donc ça, c'est le travail de l'équipe américaine, hein, de Johnson Johnson. Je les ai vus qu'ils étaient euh, auditeurs ce matin. Alors, quand Anaïs présentera leur travail et leurs résultats, qui est tout à fait intéressant, vous voyez, donc c'est à partir des radiographies des toiles. Hein, les toiles ont un tissage qui est particulier, irrégulier, et donc avec un logiciel qu'ils ont mis au point très, très élaboré, eh bien, on peut voir si des toiles peuvent sortir d'un même rouleau de toile, et ça donne des coïncidences, ça permet de faire des coïncidences entre différents tableaux. L'imagerie de fluorescence X, donc en fait la fluorescence X c'est une méthode d'analyse physico-chimique, hein, donc qui obtient un spectre. Alors là c'est le spectre dont parlait Thierry Dufresne ce matin, hein, donc un autre type de spectre. Ça c'est un spectre chimique où chaque pic caractéristique est caractéristique d'un élément chimique, donc la position du zinc, la position du plomb, la position de l'arsenic, du fer, du chrome sont toutes différentes, et la hauteur du pic est en relation avec la quantité même de cet élément. Et donc avec un système de déplacement en hauteur et en largeur, eh bien, on peut scanner l'ensemble du tableau on va faire une analyse ponctuelle sur 1 millimètre, voire un demi-millimètre, et puis on va décaler ce système d'analyse, et donc pour chacun des points, on va enregistrer un spectre, et on va pouvoir ainsi avoir une image. Si on sélectionne par exemple la réponse du zinc, eh bien on va avoir une image du zinc comme ici, ou alors en blanc on a une teneur en zinc très importante, et en noir on n'a pas de zinc du tout. Et donc on va pouvoir avoir ainsi la carte de répartition du zinc, et on fait la même chose pour l'ensemble des autres éléments chimiques. Donc ça c'est une technique qui est somme toute assez récente, qui est dérivée des avancées qui ont été faites dans les grands accélérateurs synchrotrons,
et que depuis 5-6 ans, eh bien, c'est développé dans les laboratoires comme le nôtre. Donc, il y a plusieurs autres laboratoires qui ont ce type de technique. Mais donc, ce qui était très, très intéressant, c'est de l'opérer sur les œuvres de Modigliani. L'imagerie en hyperspectral, c'est une autre technique. C'est une technique qui éclaire aussi un pixel de une zone très, très petite du tableau et qui, en éclairant avec une lumière qui va du visible au proche infrarouge, eh bien, on récupère avec un détecteur la lumière diffusée, rétrodiffusée par la zone éclairée. Et donc, de la même façon un spectre de rétrodiffusion et qu'on peut étudier. Et ça donne des informations très, très intéressantes, importantes là cette fois-ci sur la composition chimique, la présence des liants, mais aussi, c'est complémentaire à la technique de réflectographie dans l'infrarouge. Donc, on a deux techniques qui ont été développées. Donc, au C2RMF avec Rouven Pillet, dans le visible et le proche infrarouge, vers jusqu'à 1 micron 2, 1 micron 3. Et puis, avec un système dans le court infrarouge, avec le CRCC, Christine Andro, Anne Michelin et Aurélie Tournier. Le CRCC, le Centre de recherche sur la conservation des collections au Muséum national d'histoire naturelle, et avec lequel on est associé la Fondation des sciences du patrimoine. Donc, alors après, la diffraction X, c'est un système de diffraction X qui a été, c'est un prototype qui a été mis au point au C2RMF. Et donc là, la diffraction X, elle va au-delà d'une caractérisation élémentaire, permet de voir comment les éléments, quand la matière est cristallisée, de voir comment les éléments sont organisés et permettent de retrouver et de caractériser certains pigments. Donc, le plomb, le fer, le chrome peuvent avoir plusieurs types de pigments, c'est-à-dire que si on trouve du chrome, un élément chrome, ça ne caractérise pas forcément un pigment, mais avec la diffraction X, ça permet d'aller plus loin et donc de vérifier les hypothèses qu'on peut avoir parce que donc on a aussi notre expérience, on a aussi la couleur, l'indication de la couleur, mais il est souvent nécessaire d'aller plus loin. Donc ensuite les analyses invasives avec la petite vignette qui est en bas à droite. Donc, à partir des micro-prélèvements, on peut faire des analyses stratigraphiques, observer au microscope optique donc la superposition, la juxtaposition des différentes couches de matière picturale. Donc, vous voyez avec une toise, cette fois-ci, une échelle qui est de l'ordre de 100 micromètres, un dixième de millimètre. Donc, on a donc cette dimension, cette troisième dimension de la peinture qu'on oublie un peu, donc, mais qui est tout à fait intéressante pour comprendre le faire du peintre. Et l'analyse du liant à l'Université de Lille, dont parlera Ziad avec Christian Rolando. Voilà. Donc, une méthode qui a été aussi développée, qui était tout à fait intéressante, que Marie-Amélie a évoqué dans son introduction, c'est le travail qui a été développé par le doctorant Pablo Fontoura, qui est parmi nous, et qui présentera lui aussi, qui est avec, donc, vous voyez ces lunettes qui sont sur le nez de l'observateur. Eh bien, ces lunettes sont équipées, donc les lunettes elles sont équipées de caméras, l'une qui regarde ce que l'observateur est en train de regarder, et donc sur ces barres-là, il y a des petites caméras qui regardent le centre de la pupille de l'œil et donc permet de voir
quel est le point qui est d'attention focalisé sur l'œuvre elle-même. Et donc, ça permet de voir ce qu'on appelle les cartes de chaleur, où donc lorsque c'est rouge, eh bien, c'est là où l'observateur a regardé le plus longtemps, et lorsque c'est vert, c'est là où il a regardé le moins longtemps.